Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mon invitée du jour revient pour la deuxième fois dans Métamorphose. Elle est docteure en médecine et a fondé l'Institut de santé intégrative. Fidèle à ses racines indiennes, elle est aussi formée à l'Ayurveda, au yoga, à la méditation et à l'hypnose et fait des ponts entre la médecine moderne et les sagesses anciennes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos chakras et elle va décrypter pour nous les challenges de plusieurs femmes pendant le confinement. Pour cela, elle va utiliser comme outil son dernier livre, Sexy, Smart, Spirituel, 108 mantras pour les femmes qui changent le monde. J'ai la joie d'accueillir dans Métamorphose Nathalie Gita Babouraj, alias Doc la Luna sur les réseaux sociaux. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne. Alors on est à distance puisque nous sommes toutes les deux confinées, toi en Guadeloupe et moi en Suisse, c'est ça pour toi ? Exactement, donc quelques 8000 km qui nous séparent. Voilà, mais le son est très bon. Merci pour la technique. Alors, on a proposé un challenge sur l'Instagram de Métamorphose Podcast où nous demandions aux participantes de partager un défi qu'elles traversent en ce moment pendant ce confinement, que ce soit un symptôme physique, une émotion difficile, un blocage dans la créativité, une perte de confiance, des pensées en boucle, une perte de sens. Et on va débriefer ensemble et proposer des pistes avec des mantras parmi les 108 de ton oracle digital. Et il y aura aussi une petite surprise pour une des participantes. Alors, toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette situation, parce que ce sont des situations dont on en a tiré des situations un peu générales, donc tout le monde va pouvoir les utiliser, finalement, ces mantras comme une affirmation positive, c'est ça ? Exactement, ouais. L'invitation, c'est d'aller explorer la puissance du mot, de la vibration, de la phrase, pour voir comment elle nous aide à traverser ce moment très particulier que nous vivons tous et toutes. Alors oui, ça va nous aider à sortir de ces ruminations et, comme tu dis, de créer l'espace pour plus de clarté et une nouvelle réalité. Alors d'abord, merci à toi pour ce challenge que tu as proposé, que tu proposes aussi, on le dira à la fin de ce podcast, sur tes réseaux. Et merci à toutes celles qui ont participé pour leur touchant témoignage. C'était vraiment très émouvant pour moi de les lire et de voir qu'elles ont été si nombreuses à participer à cela. Alors avant d'introduire les témoignages de challenge, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu plus ta philosophie et notamment celle de ton nouveau livre, Nathalie. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une femme sexy, une femme smart et une femme spirituelle ? C'est drôle que tu me poses la question parce que je me rappelle l'année dernière, je t'avais posé les mêmes questions. Oui, c'est ça, c'est le retour d'ascenseur. On inverse. Oui, en fait, avant de te répondre à ta question sur pour moi c'est quoi une femme sexy, smart, spirituelle, j'ai envie de rebondir. Tu m'as présenté avec ma passion d'explorer les chakras et de créer des ponts. En fait, j'avais envie d'aller un peu plus loin. La dernière fois, on avait discuté de mon livre sur ma détox ayurvédique colorée qui allait explorer la dimension sensorielle des chakras. Et là, pour ce nouveau livre, j'avais envie d'aller une dimension un peu plus en profondeur. Ça fait 2 ans donc que j'ai quasiment changé de vie. J'ai décidé de me jeter dans l'inconnu et de venir m'installer en Guadeloupe. Donc ça a été une forme de chaos pour moi, avec une perte de mes repères habituels. Moi qui habitais en région parisienne, qui avait lancé un centre de formation, et là de suivre mon instinct, mes tripes et de me lancer dans l'inconnu, ça a été une sacrée période que je remercie, mais qui m'a permis de flirter avec le chaos et de découvrir, d'aller encore plus en profondeur, expérimenter c'est quoi se connecter à sa boussole intérieure en phase de chaos. Parce que quand tous les repères extérieurs sont bafoués, c'est sûr que c'est très difficile et il y a beaucoup de personnes qui le témoignent en ce moment sur les réseaux sociaux et comment c'est pas évident, on nous a jamais appris ça à l'école. Mais en même temps, en prenant le temps de s'installer justement avec tout ce que notre corps nous présente, ça peut être un cadeau. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager à travers ce deuxième livre qui s'organise en 3 parties, d'où la partie sexy, la partie smart et la partie spirituelle. Parce qu'en observant un petit peu
moi, je suis fascinée par toutes ces femmes qui ont fait grandir l'humanité, on va dire, des femmes, des personnalités, mais aussi des femmes qu'on connaît pas forcément, mais qui, justement, en partant d'un chaos, ont osé sortir de la zone de confort ou de la case dans laquelle on les avait enfermées. C'est justement, moi, ce que j'observe, c'est qu'elles sont allées se réconcilier avec leur corps, avec leur peur, avec toutes les émotions qui peuvent figer. Et donc, pour moi, c'est une femme sexy, c'est ça. C'est une femme qui intègre pleinement toutes ses émotions et qui ose partir d'où elle vient pour rayonner dans le monde. La deuxième partie, c'est la femme smart. Et j'aime beaucoup utiliser ce mot parce qu'en anglais, ça veut dire intelligence, mais pas intelligence uniquement dans la tête. Il y a un petit côté intuitif. Et même si aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot smart dans la technologie, pour moi, l'humain aussi peut exprimer ce côté smart avec l'intelligence du cœur, des émotions, mais aussi avec l'intelligence d'exprimer sa vérité au monde, d'oser se connecter à son intuition. La troisième partie spirituelle, c'est justement les fameux chakras un peu plus subtils, on va dire, qui est comment est-ce que j'ose me connecter à la plénitude, à tous les messages de l'univers, à la fois dans le visible, la matière, et l'invisible. Et puis pour aller un peu plus loin, parce que ça va au-delà des 7 chakras, il y a aussi pour moi cette capacité à se connecter à notre inconscient collectif, toutes ces femmes et ces hommes du passé qui parfois ont dû brûler sur le bûcher, donc les sorcières notamment, qui ont œuvré pour ramener la nature, pour honorer la nature. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont traversées par une énergie de colère ou du feu qui se manifeste dans le corps. Pour moi, ça peut aussi être une expression de cette énergie du passé qui nous traverse pour nous dire, tiens, maintenant, peut-être que tu peux changer quelque chose. Tu peux t'inspirer de cette force pour créer ta réalité plus juste, plus alignée avec toi. Enfin, la dernière partie de la spiritualité, pour moi, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on peut lire sur la spiritualité sacrée, le tantra. Pour moi, il y a une femme qui a réussi à connecter toutes ces dimensions en elle, en revenant dans sa matrice, dans sa yoni, elle va pouvoir vraiment accoucher pleinement d'elle-même et de ses projets. Et tu parles de passer du pouvoir à la puissance. Exactement, ouais. Pour moi, c'est important, le poids des mots, il est important dans toute cette phase de reconstruction, que je l'ai lu dans les témoignages super touchants que tu m'as partagé sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent qu'on est en train de peut-être préparer quelque chose de nouveau, un nouveau monde. Et qu'est-ce qu'on a envie d'amener avec nous de l'ancien et qu'est-ce qu'on a envie de laisser. Et pour moi, il y a des mots comme pouvoir qui viennent vraiment de l'ego. Peut-être qu'en le transformant en puissance, là, ça va nous amener à un autre endroit où chacun, on se connecte à notre lumière intérieure et comment est-ce qu'on va pouvoir éclairer, illuminer ce nouveau monde qu'on a envie de tous co-créer ensemble. Tu parles aussi d'allumer des couleurs à l'intérieur de soi et d'aimer son bordel créateur. Alors ça, j'aime bien parce que ça fait référence à un mot que j'aime beaucoup utiliser qui est le mot chaordique, qui est l'ordre dans le chaos. Et quand tu parles de bordel créateur, ça me fait penser à ça, en fait. Oui, et je pense qu'on vit une période, tu sais, c'est un des mantras qui me porte beaucoup en ce moment, j'aime mon bordel créateur, dans ce chaos extérieur qui réveille aussi notre chaos intérieur. Pour moi, c'est peut-être aussi une opportunité d'aller voir des graines de désirs, de rêves, d'intentions qu'on a tous, toutes, mais qu'on a dû laisser de côté avec nos rythmes de vie qui vont très très vite, qui sont déjà inscrits dans des cases qui répondent à des normes extérieures. Et là, le fait que toutes les normes sont en train de péter, c'est peut-être l'occasion de replonger dans ce chaos. Et c'est là où la définition plus orientale du chaos, qui est une crise qui peut nous ouvrir vers une opportunité, me parle beaucoup. C'est comment créer dans ce confinement sa bulle de confort pour accueillir pleinement ce chaos et se connecter à sa créativité originelle. Je pense que c'est un des cadeaux qui se présente à nous en ce moment. Alors pour ceux qui sont confinés chez eux, et là on ne parle pas des soignants qui sont sur le terrain quand on dit ça. Oui, et cela dit, je suis en contact avec des soignants en première ligne parce que je propose aussi des espaces de partage avec... je suis très connectée aussi au monde du soin. J'avais vécu comme médecin l'épidémie H1N1 qui évidemment n'avait pas pris cette dimension-là. Et déjà, je m'étais rendu compte que même quand tu es en première ligne, même quand tu es en plein dans l'action, de revenir à ton corps, à tes sensations, ça peut aider. Évidemment,
ils ont moins le temps et les disponibilités pour, mais ce chaos créateur, ce bordel créateur, ça peut vraiment, je pense que c'est une expérience importante à traverser pleinement. Très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant, on puisse passer en revue un peu les cas qui nous ont été proposés sur Instagram. Et tu parles aussi d'un inconscient collectif vers un collectif conscient. Et par rapport à ce travail de ces cas cliniques, ça m'a évoqué en fait cette phrase que tu as aussi dans ton livre, en se disant que finalement, on peut, à travers les cas de chacun, les faire siens et puis cheminer aussi avec les partages des autres. Et ça, c'est important. Ouais, tout à fait. C'est intéressant que tu soulignes ce point-là parce que justement, moi, la raison pour laquelle je trouve... j'ai fait cette démarche il y a quelques semaines de commencer à proposer en live des cas cliniques comme ça. Je me suis rendu compte que de déposer cette vérité dans un cercle virtuel, d'être entendu et de voir qu'il y a d'autres personnes qui partagent les mêmes choses, ça renforce les connexions dans cette période où c'est difficile de se connecter physiquement avec les autres à cause du confinement. Et pour moi, et c'est pour ça que je remercie encore les personnes qui ont osé, parce que c'est pas facile de déposer sa vulnérabilité comme ça sur les réseaux sociaux. Mais le fait de le faire, déjà, ça vous met à un endroit où vous avez été entendu. Et puis, le travail que vous faites, ça profite pour les autres aussi. On est vraiment dans du transpersonnel. Oui, c'est ça. C'est un impact puissant, tu dis, en termes de transpersonnel. J'en suis absolument aussi convaincue. Alors, on va commencer peut-être par la première thématique, Nathalie, puisqu'elle est revenue souvent, et on en parle beaucoup pendant ce confinement, qui est la thématique de la peur. Je prends par exemple Livana qui dit « J'ai peur de ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire avancer mes projets. Je suis confrontée à mes blocages. » Une autre qui dit « Stéphanie Bricole, je suis inquiète pour le retour à la vie normale. » Une autre qui dit j'ai peur de ne pas savourer ensuite, de savoir savourer toutes les prochaines étreintes qu'on pourra se faire. La peur de faire des mauvais choix, dit C.L. Vano, par exemple. On a également d'autres personnes qui ont très peur, évidemment, que leurs proches ou elles-mêmes soient touchés. Je pense à Florence, par exemple, qui dit que la peur de les perdre et de continuer à vivre sans culpabilité, parce que oui, j'ai eu la chance, à côté de tous ceux qui sont au front et de ceux qui souffrent. Voilà, donc on est... Alors, bon, c'est quelques exemples parmi d'autres, parce qu'elles sont nombreuses et vous êtes nombreuses à parler de ces peurs, de ces différentes peurs, à la fois d'être contaminé, être contaminé, qui peut devenir pour certaines même une obsession, nous dit une contributrice, et aussi la peur du déconfinement pour certaines, de ce qui va advenir. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de proposer pour cette thématique, Nathalie ? Alors déjà, j'ai envie de juste resituer un petit peu physiologiquement ce qui est en train de se passer avec ce confinement où on va dire que nos représentants politiques parlent vraiment de guerre alors que concrètement, ce n'est pas non plus une guerre au sens littéral. En fait, ça crée un ascenseur émotionnel, un terrain pour avoir des ascenseurs émotionnels, tout simplement parce que peut-être nous prenions plus le temps d'écouter nos émotions avant. Et là, le fait d'être confiné, seul avec soi-même ou juste avec son cercle proche de famille et de devoir rester avec des mêmes repères entre quatre murs et de devoir trouver comment avancer dans son quotidien en enlevant tous les superflus qu'il pouvait y avoir avant, ça crée vraiment... Pour moi, c'est comme si on enlevait les couches de filtres qui nous empêchaient de voir tout ça. Et du coup, c'est plutôt un bon signe déjà de sentir toutes ces émotions. Pour moi, c'est un signe qu'on est vivant et sensible. Maintenant, le tout, c'est de ne pas se laisser emporter par ces émotions qui vont être liées à des pensées, des ruminations, qui vont anticiper soit le futur, soit revenir au passé. Et en fait, l'invitation, quand on est envahi par une émotion ou par une série d'émotions ou des émotions contradictoires, moi, ce que je propose vraiment, la clé, c'est de revenir dans le corps. Encore une fois, c'est le corps nous ramène directement à l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai choisi un mantra de la première partie, sexy, avec le chakra racine, c'est le mantra 10. C'est « Je ressens mes plantes de pied, mes racines s'ancrent dans la terre ». Très bien. Et de le répéter comme ça, je pourrais te le poster aussi pour que tu le mettes sur ton Instagram, parce qu'il y a une belle illustration
j'ai écrit le livre et j'ai demandé à une femme prof de yoga qui fait aussi plein de belles choses sur Internet, Sandra Insoa. Elle a illustré en fait les différentes parties du livre et l'illustration en lien avec la partie sexy est aussi très révélatrice. Et le fait de méditer dessus, ça a créé un support visuel et de répéter cette phrase régulièrement le matin en se réveillant, puis quand vous y pensez, ça vous ramène directement dans vos racines. Et en plus, si vous avez le luxe de pouvoir sortir de chez vous, vous mettre pieds nus et sentir la terre, ça va associer la pensée au ressenti, aux connexions physiques, neurologiques. Tu peux répéter encore le mantra, Nathalie ? Je ressens mes plantes de pied, mes racines s'ancrent dans la terre. Parfait. Et il faut vraiment laisser déposer cette vibration, cette phrase dans son ventre, le plus bas possible, puisque l'idée, c'est aussi de se connecter à son premier chakra, qui est le chakra de la perception du monde extérieur, soit comme un danger. Et le problème, c'est que si on reste dans cette perception du danger, on va surstimuler nos surrénales et à un moment donné finir en burn-out. Et là, ce qu'on a envie de faire, c'est de ramener une vigilance juste, parce que l'idée, c'est pas non plus de se couper pleinement de cette vigilance, mais de trouver un équilibre pour, même si à l'extérieur, on sent que c'est pas complètement sûr, à l'intérieur, comment est-ce que je peux revenir à une sensation de sécurité intérieure, de confiance et de présence à ce qui se passe. Ça peut être lié aussi quand on peut avoir une crise d'angoisse, par exemple, soudaine. Est-ce que cet outil peut être utile ou est-ce qu'à ce moment-là, on a déjà dépassé le stade et qu'on n'arrive plus à revenir dans le corps ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Même en cas d'une crise d'angoisse aiguë, tu vois, de revenir à ta respiration, de redescendre la respiration le plus bas possible au niveau abdominal ou même au niveau du périnée. Et moi, c'est tout simple, hein, mais d'enlever ses chaussures et de sentir le contact de la terre fraîche sous les plantes de pied, c'est assez puissant en fait. Ça te ramène vraiment dans là maintenant. Et puis on sait qu'on a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des plantes de pied, donc ça ramène le système nerveux reptilien, là, le cerveau, qui est en mode stress, ça le ramène, ça l'apaise. Ou alors simplement toucher le tronc d'un arbre. Aujourd'hui, on voit tellement de choses qui sortent autour des bains de forêt et de comment se rapprocher d'un arbre, ça nous apaise. La nature est vraiment importante, je pense, dans cette phase de confinement. Donc, dès que vous pouvez vous connecter à la nature, c'est... Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont confinés en ville, on a beaucoup de témoignages aussi dessus. Ils disent que c'est dur pour eux d'être éloignés de la nature. C'est pas forcément, c'est pas la même chose d'être confiné à la campagne que d'être confiné dans une très grande ville, par exemple. C'est sûr, ouais. Et ben là, je dis, il faut passer aux moyens virtuels, c'est-à-dire se faire un stock d'images de nature sur son ordinateur et c'est pas tricher. Ça va en tout cas stimuler les terminaisons nerveuses de la rétine. Le fait de voir des paysages avec des couleurs de la nature, d'entendre des bruits de la nature aussi. Je sais pas si tu entends les oiseaux de ma fenêtre. Et je sais que ça nous ramène à cet état de vigilance en lien avec la nature. On fait partie de la nature en fait. Donc ça nous rappelle tout simplement ça. Ces peurs, elles sont différentes, qu'elles soient la peur du virus et la peur du déconfinement, sont des choses différentes en termes de perception et d'émotion, ou pour toi, tu les gères de la même manière ? Pour moi, les différences, c'est d'une personne à l'autre, le ressenti de la peur, parce que chacun en a notre histoire, notre vécu par rapport à cette émotion-là, depuis notre plus tendre enfance, avec toutes les expériences qu'on a vécues. Mais j'aime bien... tu vois, en Ayurveda ou en médecine intégrative, dans le corps énergétique, on va mélanger les peurs et les distinguer en fonction de comment elles nourrissent, d'où est-ce qu'elles émergent. Et du coup, moi, quel que soit le stimulus de la peur, ça reste l'énergie, l'émotion peur. Quel que soit le stimulus de la tristesse, ça reste l'émotion tristesse. Et du coup, quand tu vas vouloir l'accueillir et la transmuter, quelles que soient les causes qui enclenchent cette émotion, en fait, moi, j'aime plus utiliser l'image du grand chaudron où tu vas mettre toutes tes peurs ensemble, que ce soit la peur du virus ou la peur du post-déconfinement ou la peur de pas savoir comment on va continuer à travailler, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se questionnent sur la suite, le futur du travail. Et quelle que soit cette peur, de la mettre dans ce chaudron, de l'accueillir. Et après, il
il existe plein d'exercices de transformation, mais déjà d'être dans cet accueil, de se reconnecter à cet ancrage, ce premier chakra, ça permet de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Y compris, alors quand ça vient la nuit, par exemple, on a Amandine Amanguiri qui dit la journée ça va à peu près, mais les émotions en fait remontent la nuit et impossible de dormir, par exemple. Et là, souvent des personnes me disent oui, mais moi la journée ça va, c'est la nuit que ça devient compliqué. Mais là, en termes de vigilance, de fonctionnement du cerveau, c'est une continuité, c'est une boucle de vigilance qui fonctionne la journée et la nuit. Et en fait, il y a des choses dans la journée qui peut-être mettent Amandine dans un état inconfortable ou de stress, mais qu'elle ne perçoit pas comme tel. Par contre, quand elle se retrouve seule dans son lit et que là, il y a le calme qui se pose, ça peut être amplifié. Du coup, dans la journée, d'avoir comme ça des connexions à la nature, ça peut aussi avoir un impact au moment où elle va rentrer dans la porte d'entrée du sommeil, comme on l'appelle. D'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu veux qu'on passe à notre deuxième thématique, Nathalie ? Allons-y. Alors, on y va. Donc, on a choisi la créativité parce qu'on a eu pas mal de retours. Par exemple, Livana qui dit « J'ai peur de ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire avancer mes projets. Je suis confrontée à mes blocages. Je me distrais par peur de voir ce qui peut être en moi. » Une autre qui dit je pensais en fait consacrer ce temps de confinement pour créer et rien ne vient, j'ai comme un mur devant moi. Ça, c'est Déborah qui nous dit ça. Elle a arrêté de travailler pour se consacrer à un projet personnel et en fait elle n'arrive pas à l'imaginer. Voilà, donc pas mal de personnes qui sont vraiment bloquées dans leur créativité alors qu'elles ont le temps, elles aimeraient, mais ça ne vient pas. Alors, bienvenue à ce constat. Il est aussi très partagé par plein de personnes. Il faut partir du constat aussi que nous, êtres humains, nous sommes une majorité à être en dette de sommeil. Nous traînons une fatigue intense, déjà à l'échelle individuelle, mais aussi parfois c'est des fatigues qui ne nous appartiennent pas forcément, mais que nous trimballons d'année en année, de décennie en décennie. Et du coup, c'est peut-être la première fois pour vous que tout s'arrête et que le corps a enfin le temps de se déposer et d'emblée de partir en mode créativité, action. Ça peut être trop pour le corps. Donc en fait, c'est important de respecter cette temporalité. C'est peut-être que vous rattrapez des années et des années de sommeil et de besoin de rien faire en fait, de lâcher prise et d'accueillir ce vide, pour revenir à l'essentiel, en faisant confiance que le corps sait aussi, dès que vous vous connectez vraiment au cycle de la nature, quand ce sera le bon moment, si vous prenez vraiment soin de votre corps, quand ce sera le bon moment, il sera prêt à se mettre à l'action. Quel mantra tu auras envie de proposer pour la créativité, Nathalie ? Et donc moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, en fait, dans les phases de doute ou de comment ça se fait que ma créativité n'est pas au rendez-vous alors que je suis quelqu'un de créative et là, ça vient pas. Ou comment je vais faire, parce qu'il y avait ce commentaire aussi que j'avais beaucoup aimé, ce témoignage. Comment je vais faire pour garder ce que je suis en train de mettre en place en ce moment après le confinement, quand il n'y aura plus tout ce temps pour moi ? Oui. En gros, c'est dans cette phase de reconstruction de ces repères intérieurs. Moi, j'ai envie de vous partager le mantra 75. Donc oui, maintenant, on est du côté des mantras spirituels. Et là, c'est le chakra de la plénitude, donc le 7e chakra. Et c'est le mantra « Je vis ma vie comme un rituel ». Et je vis ma vie comme un rituel. Ouais, et de poser vos repères à vous, tranquillement, et d'inviter le sacré dans vos gestes quand vous y pensez. Je vais vous lire le petit texte qui va avec la carte. Rituel, ça vient de RT en sanskrit, RTU. En fait, c'est une racine sanskrit. Et c'est la racine qui a donné le mot rythme en français, en anglais. Et c'est aussi le mot qui a donné les menstrues. Ah. En fait, en sanskrit, les premiers temps, on utilisait RT pour célébrer les cycles de la nature qui s'invitent chez les femmes à chaque cycle, en fait, à chaque nouvelle lune. Et pourquoi c'était si important dans les peuples tribus ? C'est parce que justement, les menstrues des femmes prédisaient les moissons et l'abondance.
dans la saison à venir. Donc, il y a vraiment cette notion d'abondance en lien avec les cycles. Alors, moi, j'ai pendant très longtemps eu du mal avec les cycles, les règles. Quand j'étais adolescente, je me disais pourquoi je suis pas un garçon, en fait, parce que je voyais pas du tout le côté sacré des cycles. Et ça m'est venu beaucoup plus tard, en fait, quand j'ai commencé à changer d'orientation professionnelle, à me dire est-ce que je suis au bon endroit là, à être dans des circonstances qui me conviennent plus en tant que médecin, où j'ai vraiment envie d'aborder l'humain dans sa globalité. Et le fait de reproduire encore un modèle où je m'enfermais dans une case et je rentrais dans un tourbillon infernal en mode énergie yang, à un moment donné, je me suis posée quand j'ai failli refrôler un burn-out. Et là, il y a eu des petits signes comme ça où je suis tombée sur des livres sur les cycles de la femme, sur le féminin sacré. Et en me réappropriant ces données et en me disant, mais oui, c'est vrai, en fait. Notre physiologie de femme fait que nous sommes cycliques. Oui. Et qu'on a des phases d'action et des phases pour revenir à soi. Et le fait de noter justement les phases où on a besoin de revenir dans notre grotte, dans notre caverne, c'est des phases importantes pour nous régénérer. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être en train de se passer pour les personnes qui disent « Mais comment ça se fait que j'arrive pas à me mettre dans l'action ?» Peut-être qu'en célébrant cette phase de régénération et le fait de ne rien faire, ça va vous permettre de profiter pleinement de cette physiologie restaurative. Pour moi, ce serait un peu l'équivalent de... C'est comme si vous aviez vos règles, en fait. Même si c'est pas le cas. Concrètement, c'est des moments où on a besoin de nous couper. On est dans sa grotte. De couper des stimulations extérieures et d'être dans son calme, en fait. Et de respecter ses rythmes, de pas avoir envie d'aller trop vite, trop fort, de faire trop de choses. Donc, pour moi, il y a vraiment ça dans ce confinement aussi, c'est de revisiter cette intériorité. Alors, seul quand on est seul, et sinon en famille, ça donne aussi d'autres topos. Et il y a différentes manières, en fait, là, franchement, pour le coup, aujourd'hui, tapez sur Internet rituel au féminin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour vous inspirer. Et moi, ce que je préconise, c'est vraiment comment est-ce que je peux rapporter cette dimension sacrée dans tout ce que je fais, même si c'est juste balayer dans mon salon ou avec tous les gestes peuvent être sacrés, en fait. Ça vient vraiment des philosophies indiennes. Pour les personnes qui sont déjà allées en Inde, elles se reconnaîtront, tout est sacré, en fait. Et là, ce confinement nous donne l'opportunité d'aller explorer cette dimension sacrée dans la matière. Très bien. Je crois que c'est clair pour cette histoire de créativité, vraiment accueillir ce qui est, se reposer, lâcher prise et puis pas vouloir coûte que coûte que ça vienne, prendre ce temps, être dans sa grotte comme tu le disais, c'est très, très beau, très belle proposition. Notre troisième thème, Nathalie, qui est autour de la tristesse, de la mélancolie, mais aussi de la solitude et de l'ennui. On a eu des retours là-dessus, par exemple Livre-toi qui dit « Belle proposition, personnellement je lutte contre la mélancolie car le silence et l'ennui m'amènent vers des pensées liées à des événements tristes, deuil difficile, rupture, et avec la méditation et le yoga, je garde la tête au-dessus de l'eau, mais cela reste des béquilles, en fait, elle dit. » Voilà, il y en a d'autres, sur la solitude, évidemment, on pense aux personnes qui sont seules. C'est pas la même chose d'être confiné en couple quand ça se passe bien, en famille quand ça se passe bien, que de se retrouver tout seul. Et on peut aussi vivre la solitude, même si on est plusieurs. Oui, tout à fait. Ça, on n'y pense pas aussi systématiquement, mais c'est moi ce que ce partage m'a inspiré, c'est un mantra spirituel aussi du chakra de la plénitude. Oui. C'est le mantra 76. Je vibre avec la fleur de vie. Je vibre avec la fleur de vie. Oui. Et avant que je vous donne l'explication, simplement observez en répétant cette phrase à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que l'intention, c'est pas de rejeter ou d'enfouir tout ce qui est désagréable et qui est en train d'émerger pendant ce confinement. Parce que si c'est là, c'est pour une raison. Quand on part du principe que toutes les émotions font partie de la vie, de la nature qui nous traverse, elles ont toutes un rôle à jouer. Il n'y a pas des émotions positives ou négatives.
il y en a des agréables et des désagréables. Et évidemment, c'est humain de vouloir surfer sur les agréables et en avoir le moins possible en désagréable. Mais là, c'est des circonstances qui font que tout ressort, y compris le désagréable. Et ce que j'avais envie de vous partager avec ce mantra, je vivre avec le fleur de vie, c'est que déjà, elle nous ramène encore une fois à la nature, à cette plénitude de la nature, qui nous rappelle qu'en fait, toutes les couleurs font partie de la nature, toutes les notes, tous les goûts, toutes les saveurs. En Ayurveda, on utilise le même mot pour le mot saveur et le mot émotion. Donc, toutes les émotions sont des saveurs de la vie. Et beau. Il y a des moments dans notre vie où certaines prennent le dessus, peut-être parce qu'elles n'ont jamais eu le temps et l'espace pour s'exprimer. C'est peut-être le cas en ce moment. Et du coup, pour les accueillir pleinement, mais ne pas être dans l'émotion, mais être, on va dire, tout autour, encore une fois, dans cette image du chaudron ou de la fleur, ça va permettre de moins être dans la souffrance de l'émotion. Et ce mantra, il m'était venu quand j'étais à Auroville, parce que j'y vais chaque année. Et je ne sais pas si vous connaissez, tu dois connaître, Anne, les écrits de Simone Aurobindo et de la mère, qui sont deux philosophes. Oui, tout à fait. Ouais. Et la mère, donc, qui a fondé Auroville, donc cette cité utopique au nord de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Et elle était très connectée au langage des fleurs. En fait, elle passait des journées et des journées entières à méditer avec des fleurs. Et d'ailleurs, dans son ashram, il y a un jardin de fleurs magnifique. Elle a écrit beaucoup de livres autour des fleurs et du monde végétal. Et elle nous invite vraiment à nous reconnecter à ce monde végétal pour nous connecter à la plénitude intérieure qui va pouvoir accueillir pleinement, avec amour, toutes les émotions, même les plus désagréables. Et je propose un petit exercice, en fait, dans le livre. Oui. Elle a l'architecture du Matrimandir à Auroville, donc cette grosse construction. Ce dôme-là. Ce dôme qui respecte la géométrie sacrée. Il est constitué de 12 pétales d'une fleur de lotus et chaque pétale a un mot, une vibration, qui sont en français en plus, puisqu'elle était d'origine française, mère. Et donc, ces 12 mots que je vais vous donner, si vous avez envie de les noter, l'exercice que je vous propose de faire après, c'est une fois que vous avez ces 12 mots, posez-vous un moment tranquillement et essayez de voir, en regardant, en lisant et en répétant chacun des mots, quelles sont les sensations que vous ressentez dans le corps et quelle fleur ce mot vous inspire. Et donc, le premier mot, c'est la sincérité. C'est l'une des qualités fondamentales décrites par la mère, donc. Le deuxième mot, c'est la paix. Le troisième, c'est l'égalité. Quatrième, c'est la bienveillance. Cinquième, c'est le courage. Sixième, c'est la réceptivité. Septième, c'est la générosité. Huitième, le progrès. Neuvième, c'est l'aspiration. Ensuite, la persévérance. Et les deux derniers, c'est la gratitude et l'humilité. Qui sont un peu des vertus. Exactement. Et je trouve que c'est des vertus propices à cultiver en ce moment, pendant le confinement, à planter ces graines. Et même un bel exercice symbolique, un rituel à faire, ce serait peut-être prendre des graines de fleurs ou de fruits ou de légumes et de leur donner un prénom en utilisant ces 12 vertus. Pour voir, oui, ce serait très joli, oui. Pour les cultiver et les laisser pousser et prendre le temps de les nourrir dans les jours qui viennent. Et si on en croit les travaux du japonais Masaru Emoto, on peut imaginer que en fonction de chaque mot, effectivement, elles vont se développer. Et si en plus on leur met une belle musique autour et qu'on leur voit des émotions d'amour, elles vont devenir merveilleuses et extraordinaires. Ah bah là, ce sera un jardin d'Éden qui va pousser. Ouais. Le jardin des vertus. Ouais. Je vibre avec la fleur de vie. Je vibre avec la fleur de vie. C'était notre troisième et puis dernier mantra, Nathalie. Tout à fait, Anne.
Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est vraiment touchant et très vibrant, là, ce que tu nous as partagé. J'espère que ça va vraiment aider à la fois toutes ces femmes qui nous ont témoigné, et puis le collectif, toutes celles et ceux qui entendent ces peurs. On a parlé de la peur, des blocages de la créativité, de la tristesse, mélancolie, la solitude. Voilà, et que chaque mantra puisse être une petite pierre sur votre chemin pour vous accompagner pendant cette période vraiment intense émotionnellement. Et en même temps, tu disais, l'émotion, c'est de la vie, c'est aussi la preuve que nous sommes vivants. Donc, ce n'est pas à rejeter, bien au contraire. Oui, tout à fait, Anne. Tu avais envie de proposer un petit cadeau, Nathalie, une petite surprise. Alors, je vais te dire je vais te laisser dire ce que c'est que cette surprise, et puis ensuite, on dira qui a remporté ce cadeau. Oui, tout à l'heure, quand on partageait ensemble les témoignages, et c'était touchant de lire comme ça cette authenticité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer à quelqu'un d'offrir le coffret digital, donc avec le livre, avec l'oracle à télécharger, à utiliser comme carte ou comme fond d'écran. Et il y a aussi des audios de mantras en sanskrit pour invoquer des déesses, et 3 vidéos de coaching qu'on a faites avec Sandra Insoa, l'illustratrice. Et du coup, voilà, on a envie d'offrir à quelqu'un ce cadeau. Voilà, alors c'est génial. Donc moi, j'avais pensé à Ta Fabrique, qui est la première en fait qui a osé témoigner. Et il y a eu un petit moment entre le moment où j'ai posté cette proposition et le moment où la première personne s'est décidée. Puis après, ça s'est débloqué derrière. Donc on s'est dit, voilà, elle a osé se lancer, être dans sa vulnérabilité. Donc c'est elle qui remporte ton magnifique coffret, Nathalie. Alors, merci à toi et puis bravo à elle. Ouais, bravo. Et puis, il suffira juste qu'elle nous envoie son email. Je lui enverrai le lien d'accès du coffret digital qui, du coup, se trouve sur mon site et qui est disponible aussi si vous avez envie d'aller plus loin sur ces mantras. Et sinon, dans cette même idée là de partage comme ça de cas cliniques en live pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, tous les lundis soirs à 22h, je propose un temps comme ça de questions-réponses en live sur mon Instagram. Très bien. Donc ça, je vais aussi en reparler en conclusion. Et pour finir sur ce qu'elle disait, cette auditrice, cette internaute, elle disait « Depuis 2 jours, j'ai décidé de choisir l'amour et non plus la peur ». Donc je trouve que c'était une belle conclusion de ce podcast. Ah oui. Merci Nathalie, merci infiniment pour ce décryptage et pour c'est presque un live, comme si on était en live avec toutes ces femmes et ces personnes. Nathalie Guita-Babourage, je rappelle que tu es l'auteur aux éditions du Courrier du Livre d'un premier livre qui s'appelle Ma détox colorée. On a fait un super podcast dessus et donc c'est aussi le moment de l'écouter en ce moment pour essayer de manger sainement, pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver un équilibre en 7 jours. Et ton dernier livre en e-book, dont on a beaucoup parlé, c'est Sexy, Smart et Spirituel, 108 mantras pour les femmes qui changent le monde, avec un audio, un oracle digital, 3 vidéos de coaching pour se réconcilier avec son corps, son cœur et son âme, avec l'illustratrice Sandra Insoa, instagrammeuse, inspirante et prof de yoga. Merci Nathalie. Merci infiniment Anne, c'était vraiment un régal, comme d'habitude, d'échanger avec toi. Pareil, même si on est très loin, le cœur est là. À très bientôt Nathalie. Merci Anne, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.